Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 11 août, je vous propose de revenir tout d'abord sur la rencontre des ministres des Affaires étrangères du Forum des îles du Pacifique qui s'est tenue vendredi dernier à Suva, capitale des îles Fidji. Nous resterons ensuite aux Fidji pour évoquer l'épidémie de VIH qui sévit depuis janvier 2025 et l'annonce faite par l'Australie pour tenter de freiner la propagation de la maladie et d'améliorer l'accès aux soins. Nous irons aussi en Nouvelle-Zélande pour nous pencher sur un récent rapport qui dénonce l'inaction du gouvernement en matière de droit au logement. Et enfin, nous finirons ce petit tour de la région sur l'île de Nauru, ou plutôt Naoero, puisque la petite république vient de changer de nom. Les ministres des Affaires étrangères du Forum des îles du Pacifique se sont réunis vendredi dernier à Suva, capitale des îles Fidji. Une rencontre qui visait à préparer et à fixer l'agenda du sommet des dirigeants de l'organisation qui aura lieu pendant une semaine du 30 août au 4 septembre prochain dans l'archipel des Palaos. Au menu des discussions, une proposition portée par le Premier ministre des îles Salomon, qui préside également le forum actuellement depuis son élection en mai dernier, qui suggère l'adoption d'un traité de sécurité régionale qui servirait de cadre pour les mécanismes de sécurité régionaux qui existent déjà entre les membres du forum mais qui ne sont actuellement pas contraignants. Autre sujet de discussion qui semble avoir causé un intense débat, le test de missiles balistiques à capacité nucléaire effectué par la Chine en juillet dernier, missile qui a voyagé 7300 km, survolant l'espace aérien de plusieurs pays du Pacifique avant d'atterrir dans des eaux proches de la zone économique exclusive des Tuvalu. Or, comme l'indique le média australien ABC News, les membres du forum ne sont pas parvenus à un consensus pour publier une déclaration conjointe condamnant le test en raison des objections de Nauru et des Kiribati que le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères Winston Peters a affirmé être sous influence de la Chine. Notons que les deux pays ont tous les deux, en 2024 pour Nauru et en 2019 pour les Kiribati, de même que les îles Salomon, rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan pour établir des liens officiels avec la Chine. Les seuls alliés diplomatiques de Taïwan dans le Pacifique restent donc les îles Marshall, les Palaos et les Tuvalu. Radio New Zealand avait indiqué en amont de la réunion que le rôle et l'influence des partenaires du forum sur les pays membres feraient sans doute partie des sujets abordés, après que les îles Salomon, qui accueillaient le sommet des dirigeants du forum l'année dernière, ont décidé unilatéralement de n'inviter aucun partenaire. Une décision que Taïwan avait à l'époque affirmé être due à une influence chinoise, Taïwan figurant généralement parmi les pays partenaires invités lors du sommet des dirigeants. Le prochain sommet, qui se tiendra dans 3 semaines, se déroulant au Palaos, Taïwan a déjà été assuré de sa possibilité de participer aux discussions ouvertes aux partenaires de l'organisation. La ministre des Affaires étrangères australienne Penny Wong a annoncé un don de 10 millions de dollars américains pour faire face à l'épidémie de VIH et de sida qui sévit dans l'archipel des îles Fidji. Le pays du Pacifique connaît le plus fort taux de croissance de la maladie dans la région après la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui a poussé le gouvernement de l'archipel à déclarer l'épidémie en janvier 2025, parlant de crise nationale. De moins de 500 personnes vivant avec le VIH en 2014, le pays est passé à environ 5 900 cas en 2024 et les autorités sanitaires du pays ont estimé en mars dernier à au moins 9 000 personnes, soit près d'1% de la population, le nombre de personnes vivant avec le virus aux Fidji. Des chiffres alarmants, d'autant plus que, comme l'avaient indiqué les autorités l'année dernière, seulement un tiers des personnes vivant avec le VIH ou le sida aux Fidji sont sous traitement. En 2025, 2818 nouveaux cas ont été enregistrés ainsi que 117 décès liés au VIH, dont 67 personnes qui ont été diagnostiquées et qui sont décédées la même année, révélant un besoin criant de dépistage à grande échelle. L'aide australienne doit permettre de financer des campagnes de prévention, de formation et de soutien aux personnes sur leur lieu de travail, par exemple, mais aussi de sensibiliser les communautés et d'acheter du matériel médical.
Penny Wong a déclaré qu'un seul leader ou un seul programme ne suffirait pas pour venir à bout de l'épidémie, affirmant que toute la communauté devait être impliquée pour lutter contre cette crise. La chef de la diplomatie australienne a aussi insisté sur la nécessité de continuer, en parallèle et en coopération avec les autorités fidjiennes, à combattre le crime transfrontalier et notamment le trafic de drogue illicite qui contribue à la crise sanitaire. Il faut savoir que le pays, qui était auparavant un point de transit pour les réseaux de drogue transfrontaliers qui exportaient vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, est depuis devenu un haut lieu de consommation de méthamphétamine et de cocaïne. L'explosion de la consommation contribue à la flambée d'infections au VIH. En juillet, par exemple, la police fidjienne a confirmé que les 76 paquets de poudre blanche échoués sur les plages de l'archipel étaient bien de la cocaïne. Un rapport récemment publié par la New Zealand Human Rights Foundation parle d'un retour en arrière dans la progression du droit au logement en Nouvelle-Zélande et fait le constat d'une baisse de l'accessibilité au niveau des prix des loyers, d'une baisse de la sécurité d'occupation et de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Le rapport, qui analyse la période 2023-2026, note que presque aucun progrès n'a été fait dans le droit au logement depuis 2023, affirmant même que les récents changements de politique ont contribué à un retour en arrière de ce droit dans le pays. Le rapport identifie un tournant plus large du gouvernement vers une politique du logement dirigée par le marché qui encourage à traiter le logement comme un bien spéculatif et déplore qu'aucun engagement n'ait été pris pour mettre en œuvre les obligations qui découlent du traité de Waitangi. Ce traité, signé en 1840 entre le représentant de la couronne britannique et plus de 500 chefs maoris, garantit en théorie l'autorité ou l'autodétermination des Maoris sur leurs maisons et leurs terres, d'où une obligation de la couronne, selon l'ONG, de collaborer activement avec les autochtones pour s'attaquer aux inégalités en matière de logement issues de la perte de leurs terres et de la colonisation. Or, le rapport indique que les populations maoris, mais aussi celles originaires des États insulaires du Pacifique, nombreuses à vivre en Nouvelle-Zélande, sont affectées de manière disproportionnée par les évictions des logements sociaux. Ces deux populations, ainsi que les personnes en situation de handicap, restent victimes, selon le rapport, d'inégalités persistantes sur le marché locatif. Le rapport déplore aussi que le Kāinga Ora, l'agence gouvernementale en charge du logement social, ait abandonné son engagement à rendre 15% des logements neufs accessibles aux personnes handicapées d'ici mai 2026. Radio New Zealand cite le ministre du Logement Chris Bishop, qui a reconnu qu'il restait encore beaucoup de travail à faire en matière de logement, mais qui a déclaré que la crise actuelle avait mis plusieurs années à survenir et qu'elle nécessiterait donc plusieurs années pour être réglée également. La petite république de Nauru a officiellement changé de nom pour Naoero, l'appellation de l'île en langue autochtone nauruane. Le changement, décidé, je cite, pour s'aligner avec la prononciation et l'orthographe en langue locale, a été annoncé le 30 juillet dernier sur Facebook via un communiqué publié sur le compte du gouvernement. Ce dernier avait précisé en mai dernier que le nom de Nauru avait été adopté car Naoero était trop difficile à prononcer pour les étrangers, ce qui avait été un choix pratique mais non volontaire. Le président de l'île, David Adeang, a déclaré que le changement proposé cherchait à honorer de manière plus fidèle le patrimoine, la langue et l'identité du pays. Naoero est un petit État insulaire de 21,3 km², doté d'une population d'un peu plus de 11 000 habitants, en faisant le troisième pays le moins peuplé du monde après Tuvalu et le Vatican. L'île a connu une histoire mouvementée, d'abord colonisée par l'Empire allemand de 1888 à 1914, puis administrée sous mandat de la Société des Nations par l'Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, puis sous tutelle de l'ONU après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à son indépendance en 1668. Son histoire économique est centrée sur le phosphate, seule ressource naturelle de l'île, dont l'exploitation a débuté en 1906 et qui a mené à une forte prospérité économique jusque dans les années 90, où l'épuisement des réserves et une mauvaise gestion financière ont contribué à la dégradation du niveau de vie. Notons que le gouvernement avait décidé du changement de nom en mai dernier et que le président avait annoncé la tenue prochaine d'un référendum pour confirmer cette décision, mais un communiqué indique qu'après de longues discussions, les députés ont décidé que le vote populaire n'était pas nécessaire. L'île n'est pas le premier pays à changer de nom pour prendre ses distances avec un passé colonial. On se souvient notamment du Swaziland, qui a pris en 2018 le nom d'Eswatini.
L'ancien nom de l'île a lui déjà été adopté sur les sites des ministères des Affaires étrangères de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis ou encore de la Chine, mais aussi sur le site de l'ONU, suite à une demande formulée en juin dernier. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.